Alors bonsoir à tous, on va commencer la conférence, pile à l'heure. La vente en viager, alors qu'est-ce que c'est? C'est une forme de vente qui permet à tout propriétaire de vendre son bien immobilier, appartement ou maison, libre ou occupé, et il en conserve la jouissance. Cette vente, c'est un contrat aléatoire, et ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la base du contrat, c'est qu'il doit être aléatoire. Il est fondé sur la durée de vie du vendeur qui ne doit pas être connu au jour de la signature de l'acte. Quand je dis qu'il ne doit pas être connu, c'est qu'on sait malheureusement de temps en temps qu'il y a des gens qui ont des maladies incurables et que dans un délai très court, cette personne va partir. Donc forcément, on n'est plus vraiment sur une vente en viager parce que forcément, le contrat n'est plus aléatoire. Donc il faut qu'elle présente, cette vente, une chance de gain pour le vendeur, s'il vit longtemps. Tout le monde connaît le film Le Viager. Voilà, donc on voit qu'effectivement, le vendeur en question était dans une bonne position. Et une risque de perte pour l'acquéreur. Donc la solution est inverse, si le vendeur bien sûr décède rapidement, c'est cet aléa qui constitue l'élément essentiel pour la validité du contrat. Le prix peut être payé soit pour partie comptant, ou on parle dans ces cas-là de bouquet, et le solde sous forme de rente viagère. Soit en totalité sous forme de rente viagère, c'est aussi possible. L'acheteur est le débit rentier, le vendeur est le crédit rentier. On s'y perd un peu de temps en temps avec ces vocabulaires-là. Ce mécanisme est très utilisé bien sûr par les personnes âgées qui, ayant pas de ressources suffisantes, vendent leurs biens pour s'assurer un complément de salaire, pension ou retraite, tout en conservant la jouissance de leur appartement, droit d'usage et d'habitation ou usufruit. On va voir qu'il y a une petite différence entre les deux, qui n'est pas neutre. Alors c'est aussi un moyen pour les plus jeunes de se constituer un patrimoine avec un faible capital de départ. C'est aussi pas mal, et sans emprunt, s'ils ont les moyens suffisants effectivement de payer les rentes. Alors on voit un peu ce mécanisme-là, mais on voit aussi que c'est un outil financier qui peut intéresser des gens qui ont un patrimoine et qui ont un certain âge, qui n'ont pas besoin de ça pour revivre, mais j'ai envie de dire que s'ils vendent en viager, ils vont pouvoir s'en sortir encore mieux que ce qu'ils ne s'en sortaient. Ben oui, puisque nécessairement la rente est moins fiscalisée qu'un revenu foncier. Et donc nécessairement, en fonction d'un certain âge, il est très intéressant de vendre en viager sur un bien qui est loué, par exemple commercialement. Compte tenu de votre taux d'imposition, la vente en viager peut être très intéressant pour le vendeur. Alors on va reprendre les conditions du contrat, le contenu du contrat. Quelles sont les conditions de la vente en viager? Tous les biens immobiliers peuvent faire l'objet d'une vente en viager. Le prix, la rente doit être réel et sérieux. C'est ce que reprend, ce sont ces termes-là qui sont repris, réel et sérieux. À défaut, nullité de la vente. Je peux être prononcé. Autant vous dire qu'effectivement, on fait attention à ça. Fiscalement, l'administration fiscale pourrait en outre y voir une donation déguisée, d'où le fait que ça doit être réel et sérieux. De plus, le contrat est nul si le vendeur décède dans les 20 jours de la vente. Bon, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais effectivement que si on connaissait le délai, parfois si on est véritablement sur la fin, dans cette hypothèse-là, nécessairement, c'est nul. Donc, autant vous dire qu'on ne passe pas ce type d'acte. Le juge invalide également certaines ventes en viager lorsque l'acheteur sait pertinemment que le vendeur est atteint d'une maladie fatale à court terme. Il y a de la jurisprudence en ce sens et c'est régulièrement mis fin, on annule l'acte. Il faut un aléa, c'est ce que j'ai commencé par vous expliquer tout à l'heure. Alors, on parle souvent aussi de vendre en viager à un de ses enfants. Alors là, il faut faire très très attention. Légalement, rien ne s'y oppose. Mais si cette vente est faite avec une réserve d'usufruit, elle est considérée ni plus ni moins comme une donation. C'est l'article 918 du Code civil qui le dit. Donc ça c'est clair. C'est une présomption, et on peut faire échec à cette présomption, c'est pour ça que je dis que rien ne s'y oppose. On peut y faire échec dès lors que tous les autres enfants sont d'accord sur cette vente en viager. D'accord? Donc il faut que tout le monde soit d'accord.
au-delà du fait que tout le monde soit d'accord, il faut que le contrat soit réel, avec un prix réel et sérieux, c'est ce que j'ai dit au départ, et que la LEA doit toujours exister. C'est-à-dire toutes les conditions de base doivent être réunies, mais en plus, on doit avoir l'accord de tout le monde. Alors ça va de soi que bien sûr la rente, elle doit être payée. Hein. Sinon, forcément, si elle n'est pas payée, ça s'appelle une donation déguisée, ça c'est certain. À défaut, bien sûr, si la rente n'était pas payée, les frères et sœurs pourraient agir en justice, hein, même s'ils sont intervenus à l'acte, parce que c'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour cette vente. Si bien sûr l'un des frères dit moi j'arrête de payer, on va agir en justice pour faire reconnaître justement la donation déguisée, puisqu'ici il n'y a pas de paiement de prix, il n'y a pas de contrepartie. Alors justement, ce prix, comment il est payé? Le plus souvent, une partie du prix est dénommée le bouquet, est payé comptant le jour de la signature de l'acte. Il y a une somme forfaitaire qui est définie. Et puis après, il y a une rente. Alors, la rente, comment elle est calculée? Elle est calculée selon plein de paramètres, en réalité. Et bien sûr, tout s'ajuste. Plus le bouquet sera important, a priori, plus le montant de la rente sera petite. Inversement, s'il n'y a pas de bouquet, la rente sera importante. Et puis après, les paramètres, pour déterminer justement le prix, dépendent si oui ou non le crédit rentier occupe le bien ou pas. Quelle est la valeur du bien? L'espérance de vie, bien sûr, du crédit rentier, parce que c'est un peu le principe, c'est un peu la base. Et puis la clause de réversibilité de cette rente. Parce que nécessairement, on peut la mettre sur la tête du vendeur, mais on peut également la mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Alors soit son conjoint, par exemple, s'il n'est pas vendeur, ou s'il est vendeur, très bien. Mais ça peut être tout à fait un tiers. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre en fonction de la durée de vie de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Alors il y a une distinction, hein, on a vu, entre les paramètres du prix sur si on avait la jouissance du bien ou pas. Mais alors justement, cette jouissance du bien, il y a des éléments qui sont déterminés de plusieurs façons. Est-ce que c'est le droit d'usage et d'habitation ou est-ce que c'est l'usufruit, qui n'est pas la même chose, qui n'est pas le même droit? L'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien, de le jouir du bien et d'en percevoir les revenus. L'usufruit, vous pouvez le prêter, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le louer. Le droit d'usage et d'habitation, vous pouvez l'utiliser et l'utiliser. C'est tout, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas le louer, vous ne pouvez pas le prêter. Le droit d'usage et d'habitation, c'est pour vous. Donc ça, c'est très important et c'est le droit, effectivement, c'est un des droits essentiels qui est à prendre en compte en fonction de comment on veut vendre. Alors, pour fixer justement le prix, on a des tables de mortalité qui sont données par les compagnies d'assurance pour vérifier effectivement comment ça se calcule cette rente, puisqu'on a dit que c'était en fonction de la durée de vie. Alors a priori ça change tous les ans parce que vous avez remarqué, mais il paraît qu'on vieillit de plus en plus. Et tous les ans ça augmente. Voilà. Différemment pour les femmes que pour les hommes. Les parties peuvent déterminer bien sûr librement la période de versement de cette rente. Bien sûr on peut l'envisager tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Voilà, c'est tout à fait possible, ça c'est au bon vouloir des parties. Elle peut être sur une tête, elle peut être sur deux têtes. Il faut faire attention quand elle est sur deux têtes parce que nécessairement, par principe, si on dit qu'elle est sur deux têtes, si on a un qui décède, la moitié de la rente s'arrête. Voilà, donc en général, c'est pas ce qui arrive. En général, quand on est sur deux têtes, il y a une réversion totale de la rente sur celui qui survit. Une fois qu'on a dit ça, on se dit ok, mais comment ça fonctionne en fait pendant la vie, puisque qui paye les impôts, qui paye les charges, qui doit entretenir. Alors, ça dépend un peu de différents critères. La répartition des charges et des impôts doit être prévue dans le contrat de vente. Il faut les définir de manière précise, voilà, pour savoir qui supporte quoi. À défaut, la loi prévoit la situation. En général, nous on les précise. Ça évite toute discussion, ou alors on peut se rapporter à un texte qui n'a rien à voir, mais qui peut permettre en tout cas de fixer les obligations. Typiquement la loi de 89 sur les baux d'habitation. Voilà, c'est simple. On sait qui doit supporter telle ou telle charge. Le locataire. On dit que c'est justement le crédit rentier. Voilà.
Comme ça, on a défini quelles sont les obligations et on a un texte qui régit. Donc ça a le mérite au moins d'être facile. Mais si on n'a rien prévu, le crédit rentier supporte les réparations locatives d'entretien et les impôts. D'accord ? Et le débit rentier, lui, règle les grosses réparations. Alors qu'est-ce que c'est que les grosses réparations ? Elles sont définies dans le Code civil, l'article 606 du Code civil. Alors les grosses réparations, c'est assez strict en fait en réalité. C'est l'ossature des immeubles, les murs de refend, la toiture, voilà. Ça, c'est les grosses réparations. Alors on a de la jurisprudence, on entend qu'ils viennent préciser que certains autres types de réparations peuvent être considérés comme des grosses réparations. Mais quand on est dans ce cas-là, c'est qu'on est devant les tribunaux et qu'on est en train de déterminer qui doit payer quoi. C'est pour ça que justement, le fait de renvoyer à un texte, comme la loi 89, c'est pas mal. Est-ce que cette rente peut être revalorisée ? La réponse, bien sûr, c'est oui. Elle fait l'objet d'une indexation. Elles sont soumises de plein droit au mécanisme de la révalorisation. On choisit l'index que l'on veut. Là, il faut se mettre d'accord, voilà, j'ai envie de dire, par principe, le crédit rentier choisit l'index qu'il souhaite. Voilà. Il y a une liberté totale sur l'index. Au mois de janvier de chaque année, la loi de finances prévoit un tableau de coefficients d'augmentation qu'il convient d'appliquer en fonction de la date du contrat. Donc si on n'a rien prévu, de toute façon, la loi a prévu quelque chose. Voilà. Bon, en général, c'est rare qu'il n'y ait rien de prévu. On a toujours un index. On sait très bien que ça va durer un peu. Enfin, on l'espère. En tout cas pour le vendeur, surtout. Moins pour l'acquéreur, je le comprends. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est quelle est la fiscalité applicable sur cette vente en viager ? La fiscalité applicable pour l'acquéreur, elle est simple. C'est que nécessairement, on se dit, tiens, il y a un bouquet, il y a une rente, d'accord ? On va exprimer dans l'acte quelle est la valeur vénale du bien. Et c'est sur cette valeur vénale qu'on va payer les droits d'enregistrement. Voilà. Donc, c'est en fait ni plus ni moins qu'une taxation d'une vente classique. Voilà. À Paris, au 1er janvier, vous avez vu, ça a augmenté un peu. Donc de 5,09, on est passé à 5,80 et quelques de droits d'enregistrement. Donc voilà, en gros, on est à 6,5, 107 de droits d'enregistrement. Ça, c'est la première base. Le crédit rentier, lui, il est assujetti à l'impôt sur la plus-value quand il a vendu, si ce n'est pas sa résidence principale. Voilà. Bien sûr, il en est exonéré si si ce n'est pas sa résidence principale, qui a le bien depuis plus de 22 ans au titre de l'impôt sur le revenu et 30 ans au titre des contributions sociales. Dans ces cas-là, on est totalement exonéré. Résidence principale, pas de sujet. La rente, elle doit être déclarée par celui qui la verse auprès des services fiscaux avant le 1er février de chaque année. Le débit rentier doit dire en fait qu'il verse une rente avant le 1er février. Pour celui qui la perçoit, la rente viagère est considérée comme un revenu imposable pour une fraction de son montant. C'est là où c'est extrêmement intéressant en fait en réalité. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au départ que quelqu'un qui avait un bien loué, qui payait des revenus, l'impôt sur le revenu au titre de ses revenus fonciers, il déclare l'intégralité de ses revenus fonciers. Et là, en fonction de son âge, il ne déclarera qu'une partie de sa rente. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Donc typiquement, si vous avez moins de 50 ans, au moment où vous constituez cette rente, la fraction imposable est que de 70%. Voilà. Vous touchez 100, vous déclarez 70. Si vous êtes entre 50 et 59 ans, la fraction imposable est de 50%. Entre 60 et 69, 40%. Et plus de 70 ans, 30%. Voilà. Donc c'est là où il y a un véritable gap, parce qu'effectivement, c'est un véritable avantage pour le crédit rentier. Alors pour un couple, on calcule comment ? C'est pour l'aîné. Voilà. Donc c'est en fonction de celui qui est le plus âgé. Donc c'est intéressant. Alors par contre, pour le débit rentier, lui, il ne peut rien déduire de ses revenus. C'est plein pot. Il paye comme s'il payait un emprunt. Il paye une rente. Il ne déduit rien de son impôt sur le revenu. Alors ça, c'est dans le pays des bisounours, c'est-à-dire que tout se passe bien et que tout va bien. Malheureusement, de temps en temps, ça ne va pas bien. Donc, comment se garantir du paiement de cette rente ? C'est là où il faut véritablement faire
le bon choix, j'ai envie de dire, de son débit rentier, hein, parce qu'il y a quand même des gros sujets, il y a de la jurisprudence constante et importante sur de nombreux viagers. Alors, la garantie de base se fait par une inscription de privilège de vendeur. Le débit rentier prend un privilège de vendeur qui, pour défaut de paiement, pourra saisir le bien et mettre le bien en vente aux enchères pour pouvoir se faire payer sa rente. L'acte peut comporter également une clause résolutoire. Le problème de la résolution, c'est qu'on met fin au contrat. Si on met fin au contrat, c'est que d'un côté, on vous rend votre appartement, mais de l'autre côté, vous rendez le bouquet et les rentes. C'est un peu compliqué. Alors en général, on prévoit une clause pénale, qui est une sanction, à titre de dommages et intérêts, dans l'hypothèse où on en arrive là. C'est-à-dire que si on fait jouer la clause résolutoire, on met une clause pénale en disant qu'à titre de dommages et intérêts, il ne sera pas restitué le bouquet et les rentes versées. Il faut faire attention aussi, hein, parce qu'en fonction de la situation dans laquelle on est, en fonction du délai dans lequel on s'est posé aux choses comme ça, le juge ne va pas forcément octroyer ce qui est écrit. Mais ça marche. On peut aussi prévoir une clause résolutoire de plein droit. Alors là, ça a le mérite d'être efficace, hein, comme je vous disais, mais bon, il faut tout restituer. Une fois qu'on est dans ce conflit-là, on peut se dire aussi, si je suis débit rentier, je dois payer ma rente et que j'ai plus les moyens de payer cette rente, comment je peux faire? Est-ce que je peux revendre le bien? Est-ce que je peux effectivement me décharger de la rente? Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. La loi prévoit que le débit rentier ne peut se libérer du paiement de la rente. Il est néanmoins possible d'y déroger dans l'acte de vente. Donc en général, on y déroge toujours, bien sûr, parce qu'on ne va pas se retrouver pieds et mains liés. Dans ces cas-là, le débit rentier a la possibilité de racheter la rente. Alors ça, c'est par un système de versement de capital. Voilà. C'est possible, vous versez un capital qui permet de garantir le paiement d'une rente. Ça ne vous arrange pas, parce que de toute façon, vous n'aviez pas les moyens quand vous commencez à réfléchir à ça. C'est rare. Je l'ai vu une fois, hein, en fait, objectivement, le versement d'un capital. Mais pour quelqu'un qui avait un droit d'usage et d'habitation et qui, compte tenu de son état, était rentré dans une maison médicalisée. Donc, n'occupait plus le bien. Et à partir du moment où la personne n'occupait plus le bien, eh ben, celui qui payait la rente a préféré payer un capital auprès d'une compagnie d'assurance qui a garanti le paiement d'une rente. Voilà. Et il s'est retrouvé du coup avec la libre disposition du bien, ce qui était quand même plus intéressant. Voilà. Ou alors, bien sûr, on peut en transmettre le règlement à une tierce personne tout en respectant le contrat de vente initial. Alors, du coup, en fait, on peut revendre le viager, à charge, bien sûr, de reprendre la rente. La question qui se pose souvent sur la revente du viager, c'est est-ce qu'on désolidarise? Parce qu'il y a le premier qui est engagé à payer la rente. Alors oui, le crédit rentier pourra intervenir pour désolidariser le premier débit rentier et ne prendre plus que le deuxième débit rentier. Fondamentalement, à titre de conseil, on ne pourrait pas conseiller un crédit rentier de faire ça, puisqu'il a un deuxième débiteur, autant qu'il le garde, le deuxième débiteur. Si le deuxième ne paye pas, il pourra toujours demander au premier de payer. Donc nécessairement, en général, il y a une solidarité qui demeure. Donc c'est aussi, quand on vend le viager, on espère que celui qui a acheté va bien payer la rente, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir être appelé en garantie du paiement de cette rente. Alors en cas de décès du débit rentier, je crois que ça tout le monde sait dans la salle, en cas de décès du débit rentier, qu'est-ce qui se passe? Puisque comme tout le monde a vu le film Le Viager, les héritiers payent. Voilà. Donc ça c'est un lourd cadeau. En cas de décès du crédit rentier, là, le débit rentier dit Alléluia. Hein, il a terminé de payer la rente. Donc le voilà effectivement propriétaire, sans rente. Soit il a fait une très bonne affaire puisque la rente n'a pas duré très longtemps. Soit au contraire, il a fait une très mauvaise affaire parce que la rente a duré très longtemps et qu'il a payé beaucoup plus cher que ce qui était envisagé. Voilà. Si la rente est constituée sur la tête d'un tiers, le décès du crédit rentier n'a aucune incidence. Il faut attendre le décès du tiers en question. Et si la rente est réversible sur la tête d'une autre personne, en général c'est le conjoint, le contrat est maintenu jusqu'au
décès de cette dernière personne, bien évidemment. Au-delà de ça, il est prévu, et je vous en ai déjà parlé aussi, une augmentation de rente en cours de période, puisque on fixe le prix selon différents paramètres, mais si ces paramètres changent, on peut prévoir que la rente, du coup, change également. Typiquement, la personne qui a le droit d'usage et d'habitation, bah, ça va coûter moins cher puisqu'on ne peut pas l'utiliser, ce bien. Mais si demain, en fait, la personne renonce à son droit d'usage et d'habitation parce que tout simplement, elle ne peut plus vivre dans le lieu qu'elle habite, elle va quitter cet appartement, elle va y renoncer. En contrepartie, on prévoit que la rente, en général, augmente. Voilà. D'un certain pourcentage, qui fait que, le débit rentier, lui, va pouvoir louer le bien en viager, il va continuer à payer la rente, de manière plus importante, mais d'un autre côté, il va pouvoir louer le bien. Donc, ce qui va permettre effectivement de compenser. Et de l'autre côté, la personne effectivement qui quitte les lieux, qui en général a besoin d'argent pour rentrer dans une maison médicalisée, typiquement, va avoir sa rente augmentée, ce qui va permettre effectivement de faire face à certaines dépenses. Voilà, donc, c'est des paramètres effectivement qui pourront être envisagés dans le contrat. Voilà. Aujourd'hui, sur les ventes en viager, il y a des groupements qui se sont faits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de choisir véritablement son débit rentier. Aujourd'hui, il y a des fonds avec des banques qui se sont mis pour justement acheter les viagers. Voilà. La Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurance, qui ont fait un groupe qui s'appelle Certivia. Voilà. Et là, pour le coup, vous êtes sûr d'être payé. A priori. Ou alors, s'ils ne payent pas, franchement, il y aura beaucoup d'autres sujets. Voilà. Mais du coup, c'est une solution effectivement très intéressante pour le crédit rentier, puisqu'il est certain d'être payé pendant la période, sur les conditions arrêtées, et selon effectivement ce qui aura été prévu dans le contrat. Voilà. Je vous ai fait un topo assez rapide, j'ai envie de dire, du viager, assez succinct, parce que je pense que vous avez plein de questions, voilà, auxquelles je suis certain que je ne pourrai pas répondre à toutes. Mais en tout cas, je vais faire le maximum. Voilà.